Il y a un an, je suis partie étudier le coréen en Corée du Sud et vous avez été nombreux à me demander une vidéo pour vous expliquer les démarches, les conditions, le visa, les étapes, etc. etc. Donc si toi aussi ça t'intéresse de partir en Corée du Sud pour apprendre la langue, reste sur cette vidéo parce qu'elle va beaucoup t'aider. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que l'on m'a demandé 150 000 fois depuis que je suis partie en Corée pour apprendre le coréen. Je vous l'ai promis il y a un an, écoutez, la voici avec un an de retard, mais il vaut mieux tard que jamais. J'avais mis en story un stickers en vous demandant les questions auxquelles vous voulez que je réponde, si vous avez des choses à me demander concernant les études de coréen en Corée. Concernant la vie en général, le logement, le visa, etc. etc. j'ai repris toutes ces questions-là pour en refaire ma vidéo. Au début, je voulais faire une vidéo en une seule partie, c'est-à-dire une vidéo où je vous explique d'abord tout le fonctionnement pour partir étudier en Corée, et ensuite je voulais faire une partie FAQ. Donc des questions un peu plus précises que vous m'avez posées et dont je n'ai pas pu répondre dans la vidéo explicative, en tout cas dans la première partie. Mais honnêtement, cette vidéo va être beaucoup trop longue, je crois. En général, je filme 1 heure de rush pour faire une vidéo de 25 minutes. Là, je vais avoir 3 heures de rush. Et j'ai pas vraiment envie de sortir une vidéo d'1 heure. Ça sert à rien parce que je sais que vous allez pas la regarder jusqu'au bout parce que même moi, à moins que ce soit une vidéo enquête criminelle de Max Skies ou un trait d'horreur de Squeezie, je la regarderai pas. Et en plus de ça, mon réseau est vraiment pourri. Du coup, pour mettre en ligne une vidéo de 25 minutes, elle met 3 heures à se télécharger. Donc imaginez juste une vidéo d'1 heure, je vais mettre 24 heures, c'est pas possible. Du coup, dans cette vidéo, vous aurez la première partie où vous aurez tout le détail, du coup, les démarches, les étapes à suivre, comment vous inscrire à l'école, comment demander votre visa, etc., etc., etc. Et ensuite, dimanche prochain, je vous referai une vidéo où je répondrai à toutes vos questions parce que j'ai 50 questions. J'ai noté 50 questions. Donc je vous ferai une deuxième partie pour la FAQ que vous aurez dimanche prochain. On perd pas plus de temps, on commence avec la vidéo. Du coup, pour résumer, pour tous ceux qui ne me suivaient pas avant, je vous mets mes petits réseaux sociaux là pour ceux qui voudraient me suivre. Je suis partie étudier le coréen à l'université de Hanyang pendant 6 mois. Je suis partie avec Gogo Hanguk. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est pas du tout une publicité, je suis pas du tout payée par Gogo Hanguk, ils ne m'ont pas du tout offert le voyage, etc. Je les ai contactés moi-même, j'ai payé moi-même, j'ai fait toutes les démarches avec eux, etc. etc. Donc c'est juste pour vous en parler parce que ça change la vie. En gros, Gogo Hanguk, c'est un organisme qui vous aide à vous inscrire dans des universités en Corée du Sud pour apprendre le coréen. Je sais qu'ils aident aussi pour apprendre le japonais au Japon, si jamais ça vous intéresse, je pose ça là. Mais du coup, c'est un organisme gratuit. Si vous avez besoin d'aide, etc., c'est beaucoup plus facile de passer par eux que de passer par les universités en Corée qui en général ne donnent les informations qu'en anglais, alors que Gogo Hanguk, ils ont un service client en français. Mais voilà, moi je suis passée par eux, c'est beaucoup plus simple et je vous conseille en tout cas de passer par eux. Donc pour les démarches administratives, etc., les étapes pour s'inscrire, je vais vous donner celles de Gogo Hanguk. Je suppose que ce sont les mêmes pour Hanyang. Ce sera peut-être un peu plus compliqué parce que du coup ce sera pas en français, ce sera peut-être pas en anglais non plus. Mais pour les demandes de visa, ça n'a rien à voir avec Gogo Hanguk. Les demandes de visa, c'est toute la même chose. Donc que vous passez par une université en Corée ou par Gogo Hanguk, ce sera la même chose. Les conditions pour pouvoir s'inscrire dans des cours de coréen en Corée du Sud, être majeur. Moi, c'est ce que Gogo Hanguk m'a dit, qu'il fallait être majeur, c'est ce que Hanyang disent également. Le truc, c'est que dans ma classe, quand j'étais en niveau 2, j'avais un élève qui avait 16 ans et qui allait seulement en avoir 17. Je sais pas pourquoi il était là. Est-ce que c'est parce qu'il avait sauté des classes en Espagne, puisqu'il était espagnol, et du coup il avait passé son bac en avance? J'en sais rien. Mais dans le doute, on va dire qu'il faut être majeur, et au pire des cas, vous pourrez leur poser directement la question. Ensuite, il faut avoir au moins passé le bac. Donc pour le bac, ce sera différent selon les universités. Je sais que certaines universités n'acceptent pas les étudiants s'ils n'ont pas eu leur bac. Hanyang vous accepte si vous avez prouvé que vous avez au moins passé les épreuves. Si vous n'avez pas réussi à l'avoir, c'est pas grave. Mais en fait, ils demandent juste soit le diplôme plus le relevé de notes du bac si vous l'avez eu. Et si vous ne l'avez pas eu, vous avez juste à fournir le relevé de notes. Donc soit vous avez eu l'équivalent du bac, soit vous avez eu le bac,
soit vous avez au moins passé le bac même si vous avez raté les épreuves. Ça, c'est juste pour Anyang. J'ai une théorie là-dessus. En gros, en Corée, il n'y a personne qui rate son bac. Tout le monde l'a d'office. C'est juste que la note que tu vas avoir déterminera ton classement national et donc déterminera l'université dans laquelle tu iras plus tard. Puisque en général, vous postulez pour plusieurs universités et les universités vont prendre dans l'ordre des notes du bac. Même si vous l'avez eu, en général, les Coréens le repassent quand même pour essayer d'avoir un meilleur score et espèrent être pris dans de meilleures universités, mais tout le monde l'a automatiquement. Donc je suppose qu'Anyang prend cette même logique-là pour les étrangers et considère que juste à partir du moment où vous avez passé les épreuves du bac, ça leur va. Ensuite, vous devez avoir un passeport valide, bien évidemment. Il faudra faire attention à la date de validité de votre passeport, puisque votre passeport devra être valable au moins 6 mois après la date de votre demande de visa. Et il faut avoir au moins 10 000 $ à disposition sur un compte bancaire avant paiement de l'université, bien entendu. C'est tout simplement parce que c'est illégal de travailler en Corée du Sud en tant qu'étudiant avant 6 mois d'études. Donc vous devez prouver que vous pouvez vivre pendant ce laps de temps-là sans du coup avoir besoin de travailler illégalement. Je préfère vous mettre au courant, je vous en parlerai un peu plus loin du travail en tant qu'étudiant en Corée parce qu'il y a trop de gens qui le font et qui vous partagent ça en mode oui c'est légal, t'inquiète tu peux. Non. Ne faites pas ça parce que si vous allez vous faire choper, c'est pas eux qui paieront votre amende. Pour apprendre le coréen, ça se compte en trimestres. Donc vous avez 4 entrées par an, mars, juin, septembre et décembre. Comme ça se compte en trimestres, vous pouvez vous inscrire 3 mois par 3 mois. Donc vous ne pourrez pas vous inscrire moins de 3 mois et vous ne pourrez pas vous inscrire par exemple 4 mois ou 7 mois, etc. Ce sera soit 3 mois, soit 6 mois, 9 mois, 12 mois, etc. Enfin, bref, vous avez compris. Pour les inscriptions, c'est premier arrivé, premier servi. En général, Gogoanguk disent de commencer les inscriptions 2 mois à l'avance. Je vous conseille de bien prendre de l'avance. Personnellement, je voulais m'inscrire pour la rentrée de septembre. J'ai commencé mes démarches en janvier. La date officielle du début des inscriptions, c'était le 2 juin. Et du coup, comme j'avais commencé mes inscriptions bien avant, le 2 juin, j'avais déjà tout fait. Et du coup, j'ai été une des premières à demander mon visa. Et j'ai eu mon visa avant le rush, avant que tout le monde demande le sien. Et du coup, j'ai eu le mien super vite. J'ai évité un gros stress. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de bien prendre de l'avance. Et donc, par exemple, là, je regardais pour la session hiver, donc la rentrée de décembre, les inscriptions se sont clôturées le 13 octobre. Pour vous inscrire, déjà, vous allez aller sur le site de Gogoanguk. Vous allez choisir l'université que vous voulez, vous descendrez tout en bas, vous allez remplir le petit formulaire, répondre à quelques questions et Gogoanguk vous contactera directement par mail. La première fois qu'ils vont vous contacter par mail, ils vont vous réexpliquer le déroulé de l'inscription, ils vont vous donner toutes les dates nécessaires, donc les dates limites d'inscription. Par exemple, pour ma rentrée de septembre, les inscriptions c'était du 2 juin au 16 juillet, la date de rentrée et la date d'examen de niveau pour la rentrée. Comme ça, vous savez quand est-ce que vous devez être en Corée, puisqu'il faudrait être en Corée pour cet examen-là. Si vous êtes toujours OK et que vous voulez poursuivre les inscriptions, ils vous enverront un nouveau mail avec la liste de tous les documents à fournir et le formulaire d'inscription à remplir uniquement en anglais. Vous envoyez tous les documents par mail, je vais vous mettre la liste des documents juste après, vous inquiétez pas. Vous leur dites si vous êtes plutôt pour avoir les cours du matin ou les cours de l'après-midi et vous leur donnez votre option de logement. Parce que Gogoanguk vous aide pour trouver votre logement. Pareil, je vais vous donner plus de détails concernant les logements un peu plus tard dans la vidéo. Si vous vous y prenez à l'avance, ce que je vous conseille vraiment encore une fois, tous les documents pourront leur être envoyés directement, sauf la preuve bancaire, la photo d'identité et le formulaire de santé à remplir par le médecin. Si tous vos documents sont bons, ils vont vous faire payer les frais d'inscription pour sécuriser votre inscription et être sûr que vous ayez votre place de réservée. Les frais d'inscription sont de 70 €, ils ne sont pas remboursables si jamais vous annulez votre inscription. Par contre, si vous n'annulez pas et que vous poursuivez votre inscription, les 70 € seront déduits du paiement de l'université. Pendant la période d'inscription, donc la période par exemple pour septembre, c'était du 2 juin au 16 juillet, vous allez devoir leur faire parvenir votre preuve bancaire, votre formulaire de santé et votre photo d'identité. Une fois que vous aurez envoyé ces documents, Gogoanguk et Anyang vont revérifier tous ces documents-là. Ça prend une semaine environ. Si la fac accepte votre dossier, ils vont vous envoyer le RIB de Anyang pour pouvoir payer les frais de scolarité.
Je vous conseille de ne pas faire le virement via l'application ou ne pas faire le virement vous-même, mais d'aller plutôt demander à la banque de le faire pour vous. Comme ça, vous pourrez demander un justificatif à votre banque parce qu'il faudra que vous l'envoyiez plus tard à Anyang et pour votre demande de visa aussi. Une fois que vous avez le feu vert par GoGoHankook, donc c'est-à-dire une fois que Anyang aura reçu votre paiement, vous allez pouvoir envoyer tout votre dossier papier à Anyang par la poste. Personnellement, j'avais choisi Chronopost envoi international en 48 heures et j'avais payé 60 € à peu près. Et une fois qu'ils auront reçu tous les documents, votre inscription à Anyang est terminée. Il vous enverra par mail des documents qui vous seront nécessaires pour demander votre visa. Après tout ça, vous allez enfin pouvoir demander votre visa. Donc pour apprendre la langue dans une école en Corée du Sud, c'est le visa D4-1. Une fois que vous aurez votre visa, vous allez devoir envoyer votre visa et votre billet d'avion à GoGoHankook et ils vont vous proposer un pick-up à l'aéroport. Honnêtement, je vous conseille pas de le prendre. Le pick-up coûte 100 $, donc c'est-à-dire qu'ils viennent vous chercher à l'aéroport pour vous ramener à votre logement. Moi, je vous le conseille pas, je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est, sachant que vous avez le métro, et encore, c'est même pas un métro, c'est un train express, je sais même plus c'est quoi le nom, mais qui vous emmène de l'aéroport jusqu'au centre de Séoul, et ça coûte rien, je crois, c'est 12 000 won le billet, donc 8 € je crois, 8-9 € le billet, donc vraiment... Tout est indiqué, tout est super facile, prenez pas le pick-up, après si ça vous rassure, bah prenez-le, mais moi je vous le conseille pas. On va passer aux documents à fournir pour votre inscription à l'université. Tous les documents devront être fournis en anglais. Si vos documents ne sont pas en anglais, vous allez devoir les faire traduire par des professionnels. Les faire traduire vous-même, c'est interdit. Du coup, vous allez devoir fournir une copie de l'original, donc en français, et une copie traduite. Petit rappel, n'envoyez jamais les originaux de vos documents, comme par exemple votre diplôme du bac, votre relevé de notes du bac, etc. Ce sont des documents qui ne vous seront jamais renvoyés, donc il faut toujours envoyer une copie. À la limite que vous allez faire certifier en mairie, donc avec une copie conforme en mairie, ils vous mettent le tampon, etc. Mais n'envoyez jamais les originaux, parce que c'est perdu, vous ne pourrez plus jamais les revoir. Pour la liste des documents, prenez note. Il vous faudra le formulaire d'inscription GoGoHankook complété en noir et en anglais. Une copie de votre dernier diplôme obtenu et son relevé de notes. Pour ce diplôme-là, il faudra que vous alliez en faire une copie conforme à la mairie, puis que vous alliez dans la cour d'appel de votre région avec l'originaux et la copie conforme pour pouvoir faire apostiller la copie conforme. Une fois que vous avez ça, vous allez devoir contacter un traducteur assermenté par la cour d'appel. Je vous conseille de le faire en anglais parce que vous trouverez beaucoup plus de traducteurs disponibles en anglais que de le faire en coréen et surtout ce sera moins cher parce que oui, vous allez devoir payer les traducteurs et ça coûte bonbon. Je vous conseille de contacter plusieurs traducteurs par mail en leur expliquant que voilà, vous avez besoin de faire traduire votre relevé de notes et votre bac, vous avez besoin de le faire traduire en anglais et du coup, ils vous donneront les prix et surtout les délais qu'ils ont. Moi, j'ai pris la moins chère et la plus rapide. J'ai payé, je crois, 80 €, 60 € pour les traductions de mes 2 documents. Et comme elle m'a fait 2 copies originales, elle m'a fait payer 20 € en plus pour les 2 copies. Ensuite, vous aurez besoin d'un justificatif bancaire qui prouve que vous avez au moins 10 000 $ à disposition sur un compte. Les comptes épargne ne sont pas compris, donc en fait moi ce que j'ai dû faire c'est que avant de demander mon justificatif, j'ai dû virer tout ce que j'avais sur mes comptes épargne sur mon compte courant pour que ça puisse apparaître sur le justificatif de ma banque. Le relevé devra être imprimé sur une feuille officielle de la banque, ça devra être en anglais, ça devra être tamponné par la banque et votre nom complet devra apparaître, soit votre nom à vous si c'est votre compte bancaire à vous, soit le nom complet de vos parents ou de votre tuteur légal. Et si jamais c'est pas votre compte à vous et que c'est le compte de votre tuteur légal, il faudra que vous soumettez un document supplémentaire prouvant votre relation. Donc par exemple un livret de famille ou un acte de naissance si c'est un de vos parents. Ensuite, il faudra que vous fournissiez une preuve de couverture d'assurance maladie qui vous couvre en Corée pendant au moins les 6 premiers mois de votre séjour.
Personnellement, je vous conseille de prendre directement l'assurance maladie de l'école que Hanyang va vous proposer. C'est beaucoup plus simple. C'est un document au moins à fournir parce que du coup, c'est eux qui auront le document directement et ça vous évitera de vous prendre la tête à essayer de payer soit plus cher, soit essayer de trouver une autre assurance maladie, etc. etc. Enfin, moi, je vous conseille de prendre celle de Hanyang directement. Ensuite, si vous avez obtenu votre dernier diplôme il y a plus d'1 an, vous devrez fournir un CV en anglais dans lequel vous y détaillez tous les mois et les années que vous avez eu, exactement tout ce que vous avez fait pour justifier de tout votre emploi du temps, de tout votre parcours, que ce soit travail, chômage, etc. Vous devrez tout noter. En fait, il ne faut pas qu'il y ait un seul blanc, un seul écart et il ne faut pas qu'ils se disent bah ouais mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 2 dernières semaines-là? Je sais pas pourquoi ils demandent ça, je sais pas à quoi ça leur sert, puisque très honnêtement, le temps que vous payez l'école, vous êtes accepté. Hein. Franchement, il n'y a pas d'autres conditions. Je suis même pas sûre qu'ils lisent le CV, mais en tout cas, ils en demandent un. On va passer à l'étape la plus chiante et la plus stressante, la demande de visa. Pour la demande de visa, il conseille de le demander 1 mois et demi, 2 mois à l'avance, surtout pour les rentrées de mars et de septembre. Pourquoi? Parce que septembre, c'est notre rentrée scolaire à nous. En Corée, c'est en mars. Leur nouvelle année scolaire débute en mars. Et du coup, vous avez énormément de monde qui demande des visas pour septembre et énormément de monde qui demande des visas pour mars. Du coup, avec le nombre de demandes de visa qu'il y a à cette période-là, c'est extrêmement long pour avoir son visa. Parfois, vous avez de la chance, vous êtes dans les premiers à l'avoir demandé. Parfois, vous n'avez pas de chance et vous arrivez en même temps que tout le monde. Et du coup, vous attendez vraiment jusqu'à la dernière minute pour avoir votre visa. C'est ultra stressant. Donc, encore une fois, je vous conseille de vous y prendre à l'avance parce que du coup moi j'ai eu de la chance, j'ai pu demander mon visa directement, je l'ai eu en 3 semaines et j'ai des connaissances qui ont demandé leur visa 1 semaine seulement après moi et elles ont attendu 1 mois et demi pour l'avoir. Elles l'ont eu vraiment à la dernière minute avant de partir en Corée et du coup elles étaient stressées jusqu'au bout. Moi après 3 semaines j'étais tranquille, je pouvais juste profiter de mon dernier 1 mois et demi avant de partir en Corée ultra sereine, alors que elles jusqu'à la dernière minute elles savaient même pas si elles allaient récupérer leur passeport pour pouvoir prendre leur avion. Honnêtement 1 mois et demi, 2 mois ça suffit largement si vous demandez un visa en dehors de ces périodes là, mars et septembre. Mais pour les rentrées de mars et de septembre, je vous conseille vraiment d'essayer de vous y prendre largement en avance si vous pouvez, le plus tôt possible, donc 2 mois, vraiment pas en dessous, je conseille pas en tout cas. Comme je vous l'ai dit, les cours de coréen dans une université sont par trimestre, donc 3 mois par 3 mois. Vous pouvez vous inscrire de 3 à 24 mois. En dessous de 3 mois, vous n'avez pas besoin de demander de visa, vous êtes considéré comme touriste. Même si vous êtes étudiante à la fac pour apprendre le coréen, vous n'avez pas besoin de demander de visa. Par contre, après 3 mois d'inscription, il vous faudra absolument un visa. Donc pour apprendre le coréen, c'est le visa D4-1 et il sera renouvelé tous les 6 mois. C'est-à-dire que même si vous vous êtes inscrit pendant 1 an à l'université, le visa que vous allez recevoir, il sera seulement pendant 6 mois. Et à la fin des 6 mois, un petit peu avant, je crois, je ne saurais pas vous dire parce que moi je ne l'ai pas fait, vous allez devoir demander à l'immigration en Corée de vous le renouveler pour 6 mois. Et tous les 6 mois, si vous reprolongez à chaque fois, si vous vous réinscrivez à l'université, il faudra reprolonger, etc. tous les 6 mois. Vient le petit rappel pour le travail avec le visa étudiant. Vous ne pourrez pas travailler les 6 premiers mois de votre visa. Après les 6 mois, si vous voulez travailler, il y a énormément de conditions à remplir. Il y a plein de travail que vous pouvez pas faire, par exemple le travail avec l'alcool, le travail de nuit, donc dans les clubs, dans les bars, etc. Même dans les convenience stores, je crois, c'est pas possible. Il y a des limites de temps que vous devez respecter. Vous pouvez plus travailler à partir d'une certaine heure et vous ne pouvez pas commencer à travailler avant une certaine heure. Donc vraiment, partez dans l'optique que vous n'êtes pas sûr du tout de trouver un travail. Et en plus de ça, quand vous allez trouver un travail, il faudra demander l'autorisation de votre université et de l'immigration. En gros, vous allez devoir aller voir votre université, dire voilà, j'ai trouvé ce job-là, est-ce que j'ai le droit de travailler ou pas? L'université en général, elle regarde vos présences et vos résultats en cours. Si vous avez moins de 90% de présence en cours, c'est mort. Déjà, ils accepteront pas, c'est dans leurs critères comme ça, c'est mort. Et en plus, la fac a son mot à dire sur le travail que vous allez trouver. Aux yeux de la fac, vous la représentez. Donc en Corée, vous représentez la fac quand vous êtes dans un lieu public, dans la rue, etc. Donc si la fac n'aime pas le travail ou le poste que vous allez occuper, n'aime pas l'endroit, n'aime pas le lieu, etc., elle a totalement le droit de dire non, nous on veut pas que tu travailles là, on refuse, et du coup vous n'avez pas le droit de travailler. Si l'université accepte que vous travaillez,
Elle va vous donner un formulaire à remplir, elle va le tamponner, le signer, etc. Et ensuite, vous devrez recommencer avec l'immigration. Vous devrez aller voir l'immigration, leur montrer le formulaire signé, etc. par la fac, et l'immigration dit oui ou non. Si l'immigration refuse, bah c'est pareil, vous ne pourrez pas travailler. C'est pour ça qu'il faut vraiment partir dans l'optique que vous êtes vraiment pas sûr de trouver du travail. C'est pratiquement impossible de trouver un travail légal en tant qu'étudiant en langue coréenne. Du coup, pour demander le visa, vous allez d'abord devoir payer les frais de votre visa. Le montant des frais, vous allez les trouver sur internet, sur le site du KVAC. Il correspondra aux frais du visa plus les frais de service du KVAC. Ça par contre, je trouve que c'est abusé puisque en général, les frais du KVAC sont plus chers que le visa. Par exemple, moi, quand j'ai demandé mon visa, c'était 52 € les frais du visa, plus 60 € les frais du KVAC. Et en plus, si on veut recevoir notre visa directement chez nous et pas se déplacer à aller chercher à Paris, on doit ajouter 10 € en plus. Donc ça faisait un total de 122 € à régler avant de demander mon visa. Vous allez devoir ensuite envoyer un mail au KVAC, donc je vous mets leur adresse mail juste ici. Dans ce mail, du coup, vous devrez mettre en pièce jointe une preuve de paiement. Donc moi, j'ai juste pris en screenshot l'application de ma banque qui prouvait que j'avais bien fait le virement. Sur ce screenshot-là, la référence de mon virement apparaissait aussi, donc comme ça, ils pouvaient facilement me retrouver. Et comme il n'y avait pas mon nom, prénom sur le screenshot, il y avait juste mon RIB quoi. J'avais mis en plus un RIB en pièce jointe, comme ça ils pouvaient bien comprendre que le numéro du RIB, ça correspondait bien au mien avec mon nom, prénom, etc. Une fois que ce mail est envoyé, vous allez attendre la réponse du KVAC. En général, ils répondent assez vite. Dans ce mail, ils vous diront qu'ils ont bien reçu le paiement, ils vous diront que vous pourrez envoyer le paiement et ils préciseront l'adresse à laquelle l'envoyer. Ensuite, vous pouvez envoyer tous vos documents dans une lettre recommandée remise en main propre. Surtout, ne faites pas la même erreur que moi, je vous en supplie, remise en main propre. Parce qu'en fait, vous allez y mettre votre passeport dedans, l'original de votre passeport. Et le truc, c'est que la boîte aux lettres dans l'immeuble n'appartient pas au KVAC. Donc en fait, si vous faites comme moi et que vous ne captez pas qu'il y a une petite case à cocher en mode remis en main propre, votre passeport va rester bloqué dans la boîte aux lettres de on ne sait qui. Voilà. Donc moi, comme j'avais pas vu qu'il y avait une petite case à cocher absolument remise en main propre, je l'ai pas fait. Forcément au KVAC, ils n'ont pas répondu. Mon passeport a été mis dans une boîte aux lettres et j'ai dû me déplacer jusque Paris pour aller retrouver moi-même mon passeport dans le bâtiment. Donc ne faites pas la même erreur que moi, je vous en supplie. Notez bien, remise en main propre, c'est important. Personnellement, j'avais choisi Chronopost, remis en 24 heures. Comme ça, même si je l'avais envoyé à 17 h l'après-midi, ils l'ont reçu à 10 h du matin le lendemain. Et j'avais payé 30 €. Une fois que tout est envoyé, vous attendez. Chose ultra stressante, c'est que vous ne recevrez pas du tout de mail ou de message vous indiquant que vos documents sont bien arrivés sur place. Et ça, c'est ultra stressant parce que toi, t'es là, t'attends. Tu sais pas ce que t'attends, tu sais pas si c'est bon, tu sais pas si c'est pas bon. Et en fait, apparemment, ils ne vous contactent que s'il manque un papier, comme ça vous pourrez juste leur renvoyer le papier manquant. Et sinon, si au bout de 2 semaines vous n'avez pas du tout de nouvelles, vous pouvez toujours les contacter et leur demander des informations. Si vous les contactez avant 2 semaines, ils répondront pas. Par contre, si ça fait déjà 2 semaines qu'ils ont reçu votre dossier, là, ils répondront. Il faudra juste le préciser dans le mail. Voilà, ça fait 2 semaines que vous l'avez reçu. J'ai toujours aucun update. Ça donne quoi? Et là, ils vous donneront des informations. Mais avant, ils refusent de donner des informations. Sachez que s'ils ne vous contactent pas, c'est totalement normal. Ne stressez pas comme j'ai pu le faire. Je m'en suis rendue malade. Et un jour, vous allez vous réveiller un matin avec un mail vous disant « Bonjour, votre visa est prêt ». Ils vous demanderont juste de confirmer l'adresse pour pouvoir vous faire le renvoi si vous voulez le renvoyer ou non. Et si vous avez choisi de ne pas le recevoir par la poste et donc de vous déplacer, ils vous diront bon bah voilà, votre visa est prêt, vous pouvez venir le chercher de tel jour à tel jour, entre telle heure et telle heure, et voilà. C'est ultra compliqué d'aller le chercher. Moi je vous conseille vraiment de vous le faire renvoyer par la poste. Vous pouvez aller le chercher que du lundi au vendredi et en plus c'est seulement entre 15 h et 16 h. Donc si vous pouvez pas être là à ce moment-là, c'est foutu. Vous pourrez pas les chercher et si vous n'avez pas payé les frais de renvoi, je pense que ça va être compliqué. Je sais pas si vous pouvez les repayer après, j'en sais rien. Donc moi je vous conseille vraiment de demander à ce qu'ils vous le renvoient parce que sinon vous allez galérer. Pour les documents à fournir, je vais vous mettre toute la liste ici parce que c'est assez long, il y a des mots en anglais, etc. Je vais vous épargner mon accent pourri encore une fois. Mais voilà, je vous mets toute la liste des documents nécessaires ici. Attention encore une fois, tous les documents doivent être imprimés uniquement en recto. Le recto verso, ça passe pas, c'est interdit. Pas d'agrafe ni trombone.
À part votre passeport, n'envoyez surtout pas les originaux. Concernant le formulaire et les autres papiers à imprimer et à remplir, ça devra être rempli en anglais ou en coréen. Et attention, les signatures électroniques ne sont pas autorisées. Il faudra que vous imprimiez le document, que vous le signiez à la main et là, ça peut marcher. On va passer au sujet que vous m'avez beaucoup demandé, le plus, je crois, le budget. Concernant Hanyang, et j'ai remarqué que la plupart des universités, ça coûte à peu près le même prix, on est à 1300 € le trimestre. Ensuite, concernant l'assurance, si vous prenez l'assurance santé de Hanyang, ce que je vous conseille vraiment, elle est à 100 € pour 1 an ou 60 € pour 6 mois. Si maintenant vous voulez choisir une assurance autre que celle de Hanyang, bah là je pourrais pas vous aider, ça dépendra vraiment de l'assurance que vous allez choisir, faudra comparer les prix, etc. Tout dépendra là de ce que vous allez choisir. Pareil, le billet d'avion, je pourrais pas vous donner un prix fixe puisque ça va dépendre de la période où vous allez partir. Si votre rentrée est en mars ou en septembre, attendez-vous à ce que ce soit plus cher. Prenez de l'avance, comme ça, plus vous prendrez de l'avance et moins votre billet d'avion sera cher. À l'inverse, si vous le prenez vraiment à la dernière minute, là vous allez raquer parce que moi j'ai payé 860 alors que j'ai payé mon billet d'avion en février ou en mars pour partir en septembre. Quand vous allez arriver en Corée, ils vont vous demander d'acheter des livres. Donc les livres, il faudra les changer tous les niveaux, bien entendu. Dans les livres de Hanyang, vous en avez 4 par niveau, vous avez un livre de vocabulaire, vous avez un workbook, donc un livre d'exercice, et vous avez 2 livres de cours. Au total, les livres coûtent environ 50 000 won, ça fait 35 € à peu près pour les 4 livres. Ensuite, vous avez le prix du logement. Gogo Hanguk propose de vous aider pour trouver des logements. Il vous propose soit des share house, soit ce qu'ils appellent des mini studios, c'est des goshwon. Une chambre en dortoir, donc soit privée, soit partagée, etc. Et une chambre en famille d'accueil. J'ai comparé avec ce que j'ai vu quand j'étais en Corée. Clairement, je vous conseille pas de faire ça parce que leurs prix sont trop chers. Vous pouvez trouver largement moins cher en cherchant vous-même un logement. Par exemple, les goshwon, les loyers du goshwon, c'était à peu près 520 € avec Gogo Hanguk. C'est énorme. En général, les goshwon, vous pouvez les trouver pour 300 € ou allez 400 €, mais 520 €, 550 €, etc. pour un goshwon, c'est énorme. Franchement, c'est trop cher. Même moi, en ayant un studio toute seule que j'avais trouvé à part sans l'aide de Gogo Hanguk, donc en payant une caution et tout, je payais pas 520 € par mois de loyer, j'étais à 300 et quelques. Donc vraiment un goshwon 520 € c'est beaucoup trop cher. Donc à moins de vouloir avoir une place en dortoir ou une place en famille d'accueil, pourquoi pas, ne passez pas par Gogo Hanguk pour trouver un logement. La famille d'accueil ça peut être sympa, en revanche moi j'avais une fille dans ma classe qui était en famille d'accueil je crois, et sa famille d'accueil était placée super loin. Elle avait 1 heure de route tous les jours pour aller à l'école. Donc 1 heure aller, 1 heure retour. Pour le logement, si vous le trouvez tout seul, vous avez, comme je disais, les goshwon, c'est en général l'option la moins chère. Ensuite, vous avez les Airbnb. Moi, je vous conseille pas du tout les Airbnb. Je l'ai fait et c'est trop cher pour ce que c'est. Au début, quand je suis arrivée en Corée, avant de déménager, j'ai trouvé un logement sur Airbnb parce que je savais pas comment me débrouiller, comment trouver un logement toute seule, etc. J'avais jamais fait ça, donc j'ai voulu prendre la facilité et prendre un Airbnb. J'étais en colocation. Je payais 700 € par mois pour une chambre. C'est hors de prix. Quand j'ai vu les prix sur le marché coréen après, quand j'ai cherché mon logement, je me suis dit mais mon Dieu, avec 700 €, j'aurais pu me payer 2 mois de loyer en vivant toute seule dans mon appartement. Donc même pas une coloc. Je vous mettrai moi l'application que j'ai utilisée pour trouver un logement en Corée. Ça peut faire peur parce que vous avez une caution à donner. Je suis d'accord. Moi, personnellement, ma caution, elle était à 1 million de won. Mais au final, c'est comme en France, tu donnes 650 € pour une caution. Et après, mon loyer, il était à 300 et quelques par mois. Les économies que j'ai fait, puisque après la caution, quand vous quittez le logement, vous la récupérez. J'ai fait des économies de dingue. Ça peut faire peur de donner une caution, mais c'est le meilleur moyen pour faire des économies sur le long terme. Quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est les factures. Transport, facture de téléphone et facture genre électricité, gaz et eau. Honnêtement, l'électricité, le gaz et l'eau, moi, au total, pour les 3, j'en avais pour 25 €, 30 € par mois, à tout casser, grand maximum, en hiver quand j'utilisais le chauffage tous les jours. C'était l'année dernière, donc ça a peut-être un peu augmenté depuis, je vous dirai ça très bientôt.
Mais en tout cas, c'était les prix de l'année dernière. J'espère que ça va pas trop augmenter. Mais en général, c'est pas très cher, hein, les factures d'électricité. Pour le téléphone, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo où je vous donnais des tips pour économiser en Corée. Moi, je vous conseille Chingu Mobile. J'avais payé 70 000 won pour 4 mois. Donc tous les 4 mois, je payais 70 000 won. Les forfaits téléphoniques sont super cher en Corée et pourtant j'avais internet illimité, etc. Et quand je vais retourner en Corée là bientôt, je vais repartir sur Chingu Mobile parce que j'ai jamais eu de problème avec eux, j'ai toujours eu internet absolument partout en illimité et pour pas cher. Donc moi, c'est ce que je vous conseille si jamais vous voulez économiser. Après, si vous voulez prendre un autre abonnement téléphonique chez un autre opérateur, genre KT, etc., vous allez payer beaucoup plus cher. Je pourrais pas vous donner les prix parce que je les connais pas, je sais juste que c'est extrêmement cher. Et après, tout ce qui est budget, shopping, nourriture, etc., ça va vraiment dépendre de vous. Moi, j'avais pas un budget énorme et pourtant, j'allais au resto tous les jours. Voilà, je n'ai jamais cuisiné chez moi, à part quand j'allais le soir ou la nuit, très souvent la nuit, dans les convenience stores pour acheter un paquet de nouilles, des gâteaux, etc. Et puis je faisais mes nouilles chez moi, mais sinon j'ai jamais rien cuisiné. Prévoyez quand même un budget si vous voulez manger beaucoup, mais en général c'est pas très cher. C'est compliqué à vous donner un budget. Moi je sais pas, budget au mois pour la nourriture. Au total, en comptant les restos et les cafés, j'étais à peut-être 200 € par mois, un truc comme ça. Ensuite, je vais vous parler de mon université en particulier, donc de Hanyang University. L'intensité des cours, c'est une intensité moyenne. Vous verrez sur le site de Gogohanguk, pour toutes les universités ou les écoles, vous avez une intensité de cours. Cette intensité-là, elle n'est pas vraiment reliée au cours. Parce qu'en soi, un niveau 1 en coréen, c'est le même que vous allez à Hanyang, que vous allez à Konkuk, que vous allez à Hongdae, que vous allez à une autre université à Busan, etc. J'en sais rien. Les niveaux sont les mêmes. Là, actuellement, j'étudie à l'Institut King Sejong. Donc, vous en avez partout, vous en avez à Paris, etc. Je vois que les niveaux et la méthode d'apprentissage, le rythme, etc., c'est le même qu'à Hanyang. Ce qu'ils appellent l'intensité, c'est au niveau des devoirs. Intensité forte, vous aurez beaucoup plus de devoirs maison à faire et beaucoup plus de travail que si vous avez une intensité faible. Vous allez avoir beaucoup plus de temps libre, etc. Moi, je vous conseille l'intensité moyenne, donc comme propose Hanyang. Comme ça, vous avez quand même de quoi travailler chez vous pour quand même bosser votre coréen. Mais vous avez quand même le temps de sortir, vous faites vos devoirs et puis après vous sortez dehors, etc. Vous faites ce que vous voulez, vous avez vos week-ends de libre, machin. Moi, c'est l'intensité que je vous conseille. Les cours se déroulent dans le bâtiment international qui est super bien placé puisque c'est le bâtiment juste à côté du métro. Et juste à côté du bâtiment où vous avez la cafétéria, le gongcha, le convenience store, le café pour étudier, etc., etc. Enfin, il est trop bien placé. Le jour où on a voulu aller à la bibliothèque de la fac, et voilà qu'il fallait marcher et qu'il fallait monter des pentes, etc. Et au moment où ça nous est arrivé, on s'est dit, mais mon Dieu, si on avait dû avoir cours à cet endroit-là, on aurait galéré tous les matins. En hiver avec la neige et tout, ça doit être casse-gamelle, genre un enfer. Là, vous êtes juste vraiment à côté du métro. Vous sortez du métro, c'est le bâtiment sur votre droite. Les cours sont bien évidemment uniquement en coréen. Les profs en général ne vont jamais vous parler une autre langue. Mais si vous avez besoin d'aide, etc., à l'accueil, vous trouverez toujours du personnel qui parle anglais. À Hanyang, vous avez 20 heures de cours par semaine, du lundi au vendredi. Vous avez soit cours du matin, c'est de 9h à 13h, ou alors de l'après-midi, c'est de 14h à 18h. On va vous demander de choisir à l'inscription si vous préférez les cours du matin ou de l'après-midi, mais c'est premier arrivé, premier servi. Encore une fois, si vous prenez pas de l'avance, souvent vous n'allez pas être placé là où vous en avez envie. Pendant les cours, vous aurez toujours 3 pauses, donc en général vous en avez une toutes les heures. La première pause que vous aurez dure 10 minutes, la deuxième dure 20 minutes et la troisième dure 10 minutes. Et ensuite, vous enchaînez avec votre dernière heure de cours et vous avez fini les cours. Nous, en général, on restait dans la classe, etc. Pendant les 10 minutes de pause parce que t'as pas vraiment le temps de faire grand-chose. Pour les 20 minutes, par contre, en général, tout le monde sortait, tout le monde allait acheter un truc au café, une boisson, ou aller au convenience store, ou peu importe, ou juste sortir se dégourdir les jambes pour marcher un peu. Au deuxième niveau, et même pas au deuxième niveau en fait, après les premiers examens du niveau 1 même, la pause de 20 minutes, tout le monde restait dans la classe pour taper sa meilleure sieste sur la table, dont moi, je l'avoue.
Dans le bâtiment principal de Hanyang, c'est mon bâtiment préféré. Au rez-de-chaussée, vous avez un Gongcha à l'entrée, donc c'est un bubble tea. Vous avez un Tussum Place, aka mon café préféré en Corée. Vous avez un convenience store et vous avez un peu plus loin, quand vous rentrez, une énorme salle avec plein de kiosques et de stands différents, de la nourriture japonaise, de la nourriture chinoise, de la nourriture coréenne. Vous avez même un stand avec des ramen. Vous avez les machines et tout pour faire vos propres ramen. Le prix va dépendre du restaurant, de la nourriture, du menu que vous allez choisir, etc. Moi, je le trouve cher. En général, ça tourne quand même autour de 8000 won le menu. Une fois de temps en temps, ça va, mais tous les jours pour des étudiants, moi, je trouve ça cher. Par contre, quand vous montez au deuxième étage, là, vous avez une grande cafétéria où vous avez les menus entre, on va dire, 2900 et 3800 won maximum tous les jours, midi et soir. Au premier étage de ce bâtiment, vous avez un lounge pour étudier. Donc ça, c'est cool parce que c'est une grande salle hyper silencieuse avec plein de fauteuils, des tables, etc. Super confortable où vous pouvez réserver votre place pendant 1 heure avec votre carte étudiante et en fait, vous pouvez aller étudier là, travailler, etc. Moi, je trouvais ça cool. J'aimais beaucoup aller étudier là-bas. Et derrière le terrain, alors il y a plusieurs terrains de sport à Hanyang, mais c'est vraiment le terrain juste à côté du bâtiment étudiant. Ça fait comme une grande cafétéria avec pareil plein de kiosques différents pour pouvoir manger. Et là par contre c'est toute la nourriture européenne et américaine. Donc genre vous avez de la nourriture mexicaine je crois puisqu'ils proposent des tacos. Vous avez un endroit où c'est italien puisqu'ils proposent pizza, pâtes, etc. Vous avez un autre endroit où c'est plus américain avec des burgers, etc. Enfin bref, vous avez plein de trucs qui sont proposés. Cet endroit-là, je trouve ça super cher. Le menu en général, il est genre à 12 ou 13 000 won. Moi, je trouve ça cher. Pareil pour des étudiants. Une fois de temps en temps, ça va. Mais tous les jours... Ensuite, à Hanyang, vous avez plein de clubs différents qui vous sont proposés. À la rentrée, je crois, courant septembre et mars, vous avez plusieurs fois en fait des stands qui s'implantent directement à l'entrée de Hanyang pour vous proposer les différents clubs, etc. Et vous pourrez vous inscrire n'importe où. C'est gratuit souvent, ou après ça dépend peut-être des clubs s'ils ont du matériel à vous prêter. Par exemple, je sais que j'avais un ami qui voulait s'inscrire au club de vélo et du coup, il devait juste donner une caution, je crois, de 50 000 won, un truc comme ça, pour pouvoir emprunter le vélo pour le club, quoi. Je sais qu'aussi c'était renseigné pour le club de plongée. Pareil, je crois t'avais genre 50 000 won à donner, c'était pour pouvoir emprunter le matériel de plongée, etc. Enfin, vous avez plein de clubs, vous avez des clubs de danse et tout. Moi, j'ai pas trop regardé parce que ça m'intéressait pas trop. Si vous voulez rencontrer du monde, etc., ça pourrait être sympa. Et Hanyang, comme beaucoup d'universités en Corée, la plupart même des universités en Corée, ils ont 2 gros festivals par an. Donc nous, c'était en octobre et en avril ou en mai. Au début, c'est un espèce de concert avec tous les clubs de chant, de danse et tout de l'université qui viennent faire une représentation là. Et après, vous avez des grosses têtes qui viennent pour faire un mini concert. Donc nous, c'était ITZY en octobre. Et ensuite, en avril, on a Psy qui est venu. Tout est gratuit. Le seul truc, c'est que c'est premier arrivé, premier servi pour avoir une place, bien évidemment. Mais si vous voulez être tout proche de la scène, il n'y a que les étudiants des universités dans lesquelles ça se passe, en fait, qui ont le droit d'y entrer. Et bien évidemment, les étudiants en langues étrangères, donc en apprentissage de coréen, ne sont pas considérés comme des vrais étudiants de l'université. Du coup, nous, on a dû se placer comme tous les autres qui étaient extérieurs à l'université, qui venaient juste pour le festival. Un peu loin, nous on a quand même réussi à trouver une très très bonne plage, genre vraiment la plus proche qu'on pouvait avoir, et au final on était juste devant la scène aussi, mais c'est parce qu'on est arrivé à genre 15h, un truc comme ça, alors que le festival ne commençait pas avant 20h. Dernier point, on va parler de l'examen d'entrée et de la rentrée. Avant votre rentrée, vous allez devoir passer un examen de niveau. Quelques jours avant, vous allez recevoir un mail de l'université qui va vous donner votre date de passage, l'heure et le lieu. L'examen d'entrée est obligatoire pour tous les nouveaux élèves. Même si vous êtes totalement débutant, vous allez quand même devoir le faire. Vous allez rendre une feuille vierge, mais ce sera quand même obligatoire. Pour l'examen, c'est un examen écrit, oral et écoute. Et par contre, c'est tout niveau confondu. Ne vous stressez pas si vous voyez qu'il y a énormément de choses auxquelles vous n'allez pas répondre. À Hanyang, vous avez du niveau 1 au niveau 6. Le niveau 6, c'est le niveau bilingue qui est proposé. Et en fait, tout le monde passe
le test et tout le monde passe le même test. Donc vous allez forcément avoir des questions du niveau 1 et plus vous allez avancer dans le test et plus les niveaux vont augmenter. Donc si vous voyez que vous n'arrivez pas à remplir la deuxième feuille, c'est pas grave. C'est parce que peut-être que vous êtes niveau 1, vous allez devoir commencer niveau 1 et que peut-être la deuxième feuille, c'est des questions du niveau 4 ou des questions du niveau 6, on n'en sait rien. Mais vraiment, ne prenez pas peur et ne vous stressez pas si vous voyez que c'est beaucoup trop compliqué et que vous allez vous dire purée mais où est-ce qu'on m'a mis, dans quel niveau on va me mettre, c'est normal. Si vous voulez rendre copie blanche parce que vous avez aucun niveau, c'est pas grave, vous allez juste rendre copie blanche, comme ça ils vont voir que vous êtes débutant et qu'il faudra vraiment vous faire commencer du tout premier niveau, donc du niveau 1. Donc ce sera un examen où vous allez arriver, on va vous placer dans la salle, on va vous distribuer une feuille, vous allez devoir remplir tout ce que vous pouvez, faire l'écoute, etc. Et ensuite, on va vous appeler un par un pour faire un oral avec un prof dans une salle à part. Et là, vous pourrez échanger un petit peu avec le prof. Si le prof voit que vous êtes débutant, en général, il va essayer de vous parler en anglais aussi, pour voir ce que vous voulez, pour voir ce qui peut mieux vous convenir, etc. Si vous êtes un peu perdu, si vous avez des questions, elle sera là pour y répondre aussi. Quelques jours après l'examen, vous allez recevoir un nouveau mail de l'université et là, vous verrez du coup votre niveau, où est-ce que vous avez été placé, le numéro de votre salle, ce sera toujours la même salle, à chaque fois ça changera jamais, et si vous êtes pris du matin ou de l'après-midi. Mon examen, c'était le 29 août. Le 2 septembre, on a eu les résultats par mail et ma rentrée, c'était le 5 septembre. Dans chaque trimestre, vous avez 2 mois et demi de cours au total, donc ça fait 10 semaines de cours, et vous avez 2 semaines de vacances après vos examens finaux. Vous avez un examen tous les 5 semaines, ce qu'on appelle les mid-terms. Vous allez arriver, vous allez débuter vos cours. 5 semaines après, vous allez avoir un examen, un énorme examen sur tout ce que vous avez fait pendant les 5 premières semaines. Ensuite, vous allez entamer la deuxième partie du niveau et le deuxième examen que vous aurez, ce sera le gros examen sur toute la deuxième partie du niveau. Et au total, ils vont regarder vos 2 résultats confondus. Et ils vont voir si vous allez passer au niveau suivant ou pas, si vous avez des lacunes ou pas. Sachant que si vous avez moins de 70% dans un des examens, donc vous avez écrit, oral, écoute, lecture, je crois. Si vous avez moins de 70% dans une de ces matières-là, vous ne passerez pas le niveau suivant. En plus de ça, si vous avez moins de 80% de présence en cours, vous ne pourrez pas passer le niveau suivant aussi, même si vous validez vos examens avec 100% de réussite. Si vous avez moins de 80% de présence en cours, ils vous feront pas passer au niveau suivant. Certains perdent même leur visa s'ils sont vraiment trop absents, etc. L'immigration peut décider de faire sauter leur visa et dans ce cas-là, vous avez 2 semaines grand maximum pour quitter le territoire coréen. Pareil, si on échoue 3 fois au même examen, donc d'un même niveau, vous ne pourrez plus repasser l'examen suivant, vous perdrez votre visa ou vous ne pourrez plus le renouveler. C'est pareil. Bon, et bien écoutez, cette vidéo s'achève dans le noir. Je suis vraiment désolée pour cette qualité que je vous ai donnée, mais écoutez, j'ai pas le choix. On arrive en hiver, j'ai pas de ring light et je peux pas en acheter une parce que je déménage bientôt. Ce serait du gaspillage d'argent et j'aurai pas de place. Je vais devoir la jeter ou quoi, ou la donner après, enfin bref. Je vous promets que la qualité de mes vidéos va bouger très bientôt. Elle sera meilleure très bientôt. Mais là, en attendant, on va faire comme on peut, ok? J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura beaucoup aidé, surtout si vous êtes en pleine inscription pour vous inscrire en cours de coréen, si vous cherchez à demander un visa pour la Corée ou si vous y pensez, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je verrai pour l'ajouter dans la vidéo FAQ. Je vous prends pas plus de votre temps parce que j'en ai déjà pris bien assez, je pense. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux que je vous mettrai juste ici si vous voulez suivre mes aventures, etc. etc. Encore une fois, beaucoup de nouvelles choses arrivent très bientôt. Et si vous êtes fan de K-Beauty, j'ai un concours K-Beauty pour Noël qui va pas tarder à arriver aussi. Donc écoutez, je vous mets toutes les informations là. Vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube quand même, puisqu'on est sur YouTube ici, à activer la petite cloche de notification, à mettre un j'aime, pourquoi pas. Écoutez, c'est la première fois que je demande ça en vidéo, donc bref, faites ce que vous voulez. Moi, le temps que vous regardez mes vidéos, que vous êtes là, ça me va très bien. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt. Bye bye!